tout va bien. Si tout va bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'en profite, je suis pas très sociable parce que j'essaye de vérifier si nous sommes bien en ligne et qu'il n'y a pas de soucis particuliers pour vous en feedback. Ma foi, on voit nos trognes, on a l'habillage, donc tout a l'air de bien aller et on a un signe du côté du chat qui nous dit que ça va. On n'a plus qu'à vérifier au niveau du son. Donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous êtes sur Les Universitaires, hein, votre émission qui analyse la pop culture et au-delà, au travers, via le prisme euh, des mondes de la recherche. Et je retrouve avec joie, plaisir, Yannick et Karim. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ça permet de faire le test pour le son et de nous dire si, évidemment, dans le chat, il y a un éventuel souci. C'est les aléas, hein, pour ceux qui sont en replay, il y a toujours un petit rééquilibrage. Au pire, vous avez la fonction zap et quand vous nous verrez bien agiter les mains, c'est qu'on a commencé à parler. On va reprendre, donc, non pas directement là où on s'était laissé, mais ce qu'on avait promis, hein, certaines des pistes, et notamment, bon, vous n'avez pas forcément fait de teasing explicite par rapport au prochain angle d'attaque, mais en tout cas, il y en a un qui était cher à un de nos deux invités, même si probablement l'autre lui emboîtera le pas, c'est la notion de sérialité. Ce qu'il faut entendre, évidemment, on va redéfinir progressivement. Qu'est-ce qu'il y a à entendre dans sérialité? Il y a évidemment la dimension de série, et d'ailleurs, on va commencer à parler de ça. On va le faire bien entendu pour ceux qui nous découvrira avec cette vidéo autour de l'univers d'Evangélion, mais vous vous rendrez compte très rapidement qu'on va pas se focaliser sur Evangélion, parce qu'on va croiser ça avec plein de modèles préexistants, que ce soit la série télé live, voire même les romans feuilletons, qui à l'époque étaient un peu jugés comme des pestiférés, n'est-ce pas, Eugène Sue et les mystères de Paris, et n'est-ce pas même des feuilletons, Comte de Monte Cristo, et j'en passe, évidemment. Yannick, c'est un peu ton... Je te laisse, prends le temps de te désaltérer. C'était un peu ton fer de lance. Je vais te laisser peut-être repositionner, resituer le terme. Le fait aussi, de ce que j'ai un petit peu lu de tes recommandations, que la langue française est assez bien faite, parce qu'on a une distinction entre sérialité et sérialisation, déjà, entre autres choses, mais peut-être commencer à définir ce dont on va parler quand on va parler de sérialité autour d'Evangélion. Oula, alors, Bah, ce programme. euh, On va partir sur la euh, sérialité. On va laisser Evangélion de côté un petit instant pour que les gens soient pas trop perdus. moi je pensais qu'on allait démarrer à pleine bourse sur Evangelion, du coup. Ça va Euh, venir. en termes de sérialité, moi, en tant que, en tant que chercheur, si je puis dire, moi je m'intéresse en fait aux univers fictionnels et aux possibilités de sérialité, justement, au sein de ces univers. Euh, donc, par exemple, c'est surtout lié aux sérialités dans mes domaines d'études, c'est surtout lié aux sérialités télévisées, Mhm. la sérialité télévisuelle. Donc, en fait, moi, c'était des grandes distinctions qui m'intéressaient au départ, comme la différence entre des différences toutes bêtes, hein, entre la série et le feuilleton. Hein. C'est voilà, des petites choses comme ça. Ça, c'est pour nous mettre un cadre conceptuel. Et puis, le fait de dire que finalement, dans les années 90 jusqu'aux années 2000, qu'on a progressivement migré d'une sérialité très sérielle jusqu'à des séries, ce qu'on dirait feuilletonnantes. Voilà. Donc ça, c'est plutôt, on va dire que c'est très lié finalement à l'Occident et puis surtout aux séries américaines, Mhm. euh, puisque en fait, on s'aperçoit que la série, par exemple, c'est pour revenir vers Evangelion, que Evangelion n'est pas du tout concerné par la sérialité sérielle, et que c'est tout entière un feuilleton. Je ne sais pas si tu me confirmeras cela, Karim, mais
on n'a pas, maintenant. on n'a pas, on n'a pas encore précisément fait vraiment la distinction très claire de série et de feuilleton. Peut-être que ça permettra à ceux qui attrapent la série par ce biais-là de faire un peu la différence. Yannick, juste avant. On va dire la petite chose toute bête, sachant que bon, on n'a malheureusement pas 2 heures devant nous, mais c'est que on va dire que en termes de série télévisuelle, en tout cas, puisque la série c'est aussi bien d'autres choses que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ramène beaucoup la sérialité finalement, surtout à la narration. Ouais. Et justement, on va dire que enfin, certains chercheurs justement peuvent émettre la possibilité que c'est la narratologie aujourd'hui qui a gagné, Mhm. alors qu'il y a plein d'autres manières de faire série. Oui. Voilà. Plein d'autres manières que la narration, que le fait de raconter une histoire. Mhm. Il peut y avoir des échos en tout genre, des échos plastiques, Mhm. par exemple, ou des échos, je sais pas, des échos en tout genre, par Des exemple. fanfictions, des formes très très variées. On peut même dire une certaine forme, si on va du côté de la ritualisation, et là je m'inspire de Jenkins, dont on parlera plus tard, entre autres Convergence à la culture, qui parle de phénomènes de sérialisation quand les gens regardent Survivor, l'équivalent de koh chez nous, et qui se crée une propre narration en se balançant des tweets en suivant le truc. Ou comme on regarderait chez nous un Top Chef en se disant ah ben machin, j'aime pas sa gueule, je suis sûr qu'il va mal cuisiner. Je caricature à l'extrême, hein, mais c'est un peu ça l'idée. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Tout à fait. Ça fait partie de ce que Jenkins, et c'est d'ailleurs le titre de son ouvrage, enfin, marque ça comme une sorte de culture de la convergence. Mhm. Donc, juste pour replacer Jenkins, cet ouvrage date de 2006, je crois, il me semble, de tête, donc au milieu des années 2000. Donc, on va dire que ici, Jenkins pose un jalon sur lequel je pense qu'on reviendra un peu plus tard, et voilà, qui s'appelle le transmédia. Avec Evangelion, justement, c'est très riche. La question est très très problématique dans Evangelion. Et du coup, pour revenir aux sérialités, Mm. 2006, hein, effectivement, je te confirme, pour la convergence de la culture. J'ai fast-checking l'avantage d'Internet. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Donc, Évangélion. Et le transmédia se réjouit-on dans le chat. Le chat qui s'est transformé en karaoké Évangélion. Voilà, je précise, c'est bien. En tout cas, les gens font bloc ensemble. Pour Évangélion, excuse-moi, tu allais dire. juste, puisque là, ça paraît un fourre-tout, un peu ce que je dis entre séries, feuilletons, etc. Mais disons que, effectivement, la sérialité peut présenter bien d'autres aspects Ouais. de continuité, pour le coup, et de faire série que la simple narration, le fait de raconter une histoire. Il y a plein d'autres manières de faire série. Mm. Euh, donc, que le fait de partager aussi un même univers, c'est pas forcément significatif pour la série de partager un même univers. Donc ça, c'est la première chose, tandis que évidemment le feuilleton, ça suit une continuité, souvent une continuité chronologique d'ailleurs. Ouais, et puis ça se suit, ça rentre dans un même cadre, et on va dire que les avancées fictionnelles, narratives d'un épisode se prolongent, sont continues dans l'épisode suivant, Mm. etc. Même si il peut y avoir des épisodes qui sont en dehors, ça c'est encore autre chose. Oui. Euh, donc voilà, ça c'est de manière très, très vague et très floue, parce que j'ai l'impression de rien avoir dit là, Oh mais si si si, ça pose quand même des gros jalons. Je vais juste, alors je te rassure déjà sur le fait que tu as posé beaucoup de choses. Je vais laisser la parole à Karim s'il y a des éléments à compléter. Simplement, je vais m'en vouloir beaucoup en mode limiter ton enthousiasme, mais tu as un micro très sensible, donc fais attention sur les éventuels coups sur la table. Donc je pense dont on risquerait de trop profiter. Karim, est-ce que tu voulais compléter sur les éléments
de sérialisation, de sérialité qui Euh, sont à l'œuvre pour avant de vraiment se lancer dans le grand bain d'Evangélion et de sa ouais, particularité? globalement, pas trop. Je trouve que Yannick a bien synthétisé les choses, d'autant que Ah, lui tu vois? travaille spécifiquement sur cette question. Oui, oui, non, mais Là, c'est de la démagogie, ça. exactement. Pourtant, c'est toi qui peux mettre des magots envers moi, mais passons. D'autant qu'il travaille spécifiquement sur ces questions-là, et Mm. notamment avec la série Lost, hein. Moi, j'ai une approche qui est beaucoup plus esthétique en fait des objets télévisuels, donc je m'intéresse un peu moins aux questions de narration. Ouais. Voilà. Alors après, je préfère plutôt m'attaquer directement à des objets en fait pour travailler cette question et puis répondre aux éventuelles questions qu'il y a dessus, quoi. Mais voilà. Bon, après, on peut constater qu'il y a une évolution des formes de sérialité, hein, avec notamment les canaux de distribution qui évoluent et qui modifient grandement les structures narratives, les agencements d'épisodes, etc., etc. Il y a par exemple le fonctionnement en saison. Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, ça n'existait pas. On parlait pas Oui. des séries en fonction des saisons de production, hein. Mm, mm. C'était une succession d'épisodes jusqu'au dernier. C'est ça. Et maintenant, enfin, c'est complètement établi qu'il doit y avoir des season finales, qu'il doit y Mm. avoir un cliffhanger, etc., etc. Ouais. Donc Voire moi, j'ai même des logiques de production, on se retrouve avec, en fonction des canaux où c'est diffusé, petit 3615 My Life, hein, 3615 c'est le Minitel, vous irez chercher, premier OK Boomer de la soirée, je vais finir par installer un compteur. Donc je discutais avec quelqu'un de ma famille qui est plus jeune, hein, différence générationnelle, et on parlait de différence de saison sur une plateforme où c'était diffusé sur Netflix et Crunchyroll, qui est une plateforme d'animation, et les deux avaient des classifications de saisons différentes. Donc on se Ah retrouvait oui, à se dire, mais il parle d'une saison 1, 2, machin. Donc là, ça étoffe encore plus le propos que tu viens de nous donner, qui est déjà très très parlant. ouais, puis même les émissions télé maintenant, elles sont entre guillemets saisonnées, hein. Oui. Je veux dire, moi, je regarde pas trop, mais on parle de koh saison 18 ou je sais pas quoi. Enfin, Mmh, un truc qui mmh, se faisait pas du tout. mmh, Donc, mmh. on a intégré un peu ce chapitrage, enfin une sorte de structure assez rigide en fait qui s'impose. Voilà. Et après sur ce que disait Yannick sur effectivement qu'il y a d'autres formes de faire série. Bah, moi, il y a un élément qui m'intéresse, donc, qui est plutôt sur le transmédia, mais qui est effectivement essentiellement japonais, qui est les bandes dessinées amateurs, Oui. hein, qui s'inscrit plus ou moins officiellement, officieusement dans les Ouais. récits. Moi, j'ai retrouvé un exemplaire que je m'étais acheté, là, que je vous montrerai peut-être tout à l'heure si j'y pense, par rapport à Evangelion, qui raconte la suite de la fin d'Evangelion, enfin, la suite de The End of Evangelion, donc c'est assez étrange. Euh, donc voilà, et je pensais à une série, alors je l'ai pas vu, j'ai pas vu toutes les saisons, mais c'est un peu des sortes de séries anthologiques comme Bakemono Gatari, Oui. qui est un dessin animé qui est assez chouette, hein. Et en fait, on retrouve juste le Gatari, je crois, et ça change de saison en saison. Voilà, donc qui reprend pas les mêmes personnages, il me semble. Alors, Mmh, peut-être je dis des bêtises, hein, mais il me semblait que ça reprenait pas les mêmes personnages. mmh. Ouais, Euh, je m'interrogeais, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi un autre objet qui a pris l'appellation de saison on va dire par mimétisme, ce sont les podcasts aussi, et- qui ont eu tendance à beaucoup reprendre cette classification. Et je m'interrogeais, toi, dans ton angle plus versé du côté artistique, est-ce que, par exemple, tu vas étudier des modèles de sérialité comme, je dis n'importe quoi, mais il y a un truc qui est très emblématique dans les animés japonais, qui est le fameux Suzuku de fin d'épisode. Des fois, certains sont un peu variés ou vont laisser un message différent. Je repense comme ça à chaud à une série comme Cowboy Bebop qui, sur certaines fins d'épisode, va pouvoir avoir, plutôt que le classique signature See You Space Cowboy, avoir d'autres termes. Ou encore, là, on en a beaucoup parlé en off sur les rebuilds d'Evangelion, les Otanoshimini, donc je les appelle comme ça, il y a peut-être un autre nom, qui sont ces messages d'annonce teasing du prochain épisode. Est-ce que c'est des objets qui sont aussi sont dans la houlette de tes recherches? Ouais, oui, bah notamment sur Evangelion, parce que il y a les catchphrases qu'il y a, enfin, je sais plus comment le terme m'échappe là ce soir, je suis désolé, mais les Les intertitres eye catches, ouais. ice catches, pardon, Mm. qui annoncent la publicité et puis Oui. qui annoncent la prise de l'épisode.
qui ont disparu lors des diffusions françaises, puisque les épisodes ne sont pas entrecoupés de publicité Ouais. en Ah oui, bah, France. Et pour Evangelion, par exemple, les Ice Cheese donc possèdent des titres anglais qui ont été choisis par le studio Gainax pour l'exportation en Occident, mais ils sont quand même intégrés donc dans la diffusion japonaise. Donc en fait, les épisodes ont deux titres, donc un titre japonais et un titre anglais. Ok. Et le titre anglais n'est pas la traduction du titre japonais, c'est une autre lecture en fait qui est proposée. Et ça, c'est assez intéressant, hein, parce que du coup, on aborde l'épisode sous un autre angle. Et on a un peu plus de jeu enfin de jeu, ouais, au terme ludique, Oui. dans les titres anglais. C'est des petits moments de narration qui sont extrêmement intéressants. Et puis pour les films, ça l'est encore plus que. Alors peut-être Yannick me contredira, mais qu'en général, ils n'ont pas grand-chose à voir avec. Enfin, ce qu'on nous annonce n'a pas grand-chose à voir avec le film qui suit, quoi. Donc je crois qu'il y a juste la fin du 1 qu'on peut comprendre comme une sorte d'ellipse, raccourci temporel entre le 1 et le 2, ou alors c'est la fin du 2 avec le 2 et le 3, je sais plus, où on voit des images fixes, et notamment deux personnages qui se retrouvent, on ne sait pas trop où, en montagne, on fait des recherches, etc. Donc c'est assez obscur. Mais si on réfléchit un peu, on comprend que c'est en fait tout ce qui s'est passé entre les deux films qui est raconté de manière très très raccourcie, quoi, en quelques images. Donc, Juste avant de redonner la parole justement à Yannick pour t'emboîter le pas, on nous dit dans le chat, et je suis tout à fait d'accord, il faudra un épisode entier sur les titres des épisodes d'Eva. Je pense que là-dessus, notamment j'en cite deux qui sont assez emblématiques sur les codes. On a parlé de la culture otaku. Il y en a un qui s'appelle donc Juste un instant, nos cœurs à l'unisson, qui est un épisode extrêmement emblématique de la série, si je ne m'abuse et que je recolle bien mes souvenirs, qui est celui où Shinji et Asuka doivent collaborer ensemble et se synchroniser. Et on a aussi à celui-là, je crois pas que c'est pas un teasing, c'est plus un Otano Shinni, je crois que c'est quand Misato dit la prochaine fois j'enlève le bas. Enfin, on a aussi des codes d'otaku, bah voilà, très très clairement racoleur, très clairement, voilà, dans ce côté du personnage séduisant. Ouais, c'est le fan service en gros. Voilà, le fan service, merci, je cherchais le terme. C'est ça il y a une sérialité du fan service là. Ouais, mais qui modifie aussi la psychologie du personnage un peu, parce que on l'attendrait pas forcément, notamment après des épisodes ultra dramatiques, à entendre la voix du personnage assez enjoué. Donc on sait plus trop si on est encore dans la diégèse de l'épisode ou dans un autre instant en fait. Enfin voilà, c'est étonnant. C'est un effet de rupture d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, dans, je dirais, l'immersion qui est propre, je me retourne vers toi Yannick, de la sérialité, c'est-à-dire que quand on a ce genre de code très, très marqué du fanservice, et qu'on sort, comme vient de le dire Karim, d'un truc hyper dramatique, existentiel, qui nous a chamboulé, et qu'on entend la prochaine fois j'enlève le bas, voilà, il y a cette presque, pour emprunter un peu aussi aux jeux vidéo, cette suspension d'incrédulité qui... par exemple, pour un public qui a pas les codes à l'identique de la culture otaku, et encore, même des spectateurs japonais qui sont pas, qui vont regarder, bon j'imagine qu'ils doivent être plus rares, mais qui vont regarder Evangelion simplement comme un format de série. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cet effet dans la diégèse comme ça de rupture? Est-ce que par exemple, question hyper naïve, est-ce que vous savez si Hideaki Anno était derrière ces genres d'annonces de fin d'épisode, vu qu'il lui luttait fermement contre plutôt ce genre de code otaku? Alors ça, j'ai pas vu de choses par rapport à ça. Ce que je peux dire, c'est par rapport à ce que j'ai vu de lui. Donc j'ai pratiquement tout vu, je crois. Ouais. Déjà, l'utilisation de texte. Alors c'est un truc qu'on retrouve quand même aussi chez d'autres réalisateurs, si je dis pas de bêtises, comme Sogo Ishii, où on va avoir à un moment donné un intertitre avec du texte blanc sur fond noir, qui vient soit prendre la forme un peu d'une voix extradiégétique, ou alors d'une conscientisation de la part du personnage, ou d'un inconscient qui vient un peu s'exprimer comme ça.
et qu'il utilise beaucoup, notamment dans le film Ritual. Alors, j'ai plus le titre japonais en tête, qui est adapté d'un roman où il y a énormément d'utilisation de textes comme ça, donc qui casse un peu le. Voilà, on sait pas à qui ces phrases s'adressent vraiment en fait. Est-ce qu'elles s'adressent aux spectateurs? Alors oui, en l'occurrence, mais est-ce qu'elles s'adressent d'abord dans un premier temps au personnage qui prend conscience de quelque chose dont le spectateur est témoin, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est adressé directement au spectateur? Enfin, il y a une confusion qui est déjà propre à son style et puis qui est déjà infusée dans le cinéma japonais Oui, on nous parle de contemporain. Shin Godzilla d'ailleurs, qui a beaucoup de textes, et tu faisais dans l'épisode précédent, qu'on vous invite à aller voir, tu faisais la genèse avec effectivement Hideaki Anno, qui est réalisateur dernier en date, et on nous parle aussi de Kare Kano, qui nous venait aussi de la Gainax, si je ne m'abuse, qui a beaucoup de textes. Yannick, je me retourne vers toi, comme je te disais il y a un instant, pour suivre le fil, ta pensée sur la sérialité. Où est-ce que tu voulais nous emmener après cette très légère, hein, on est toujours en surface, hein. Comme d'habitude dans chaque intitulé d'émission, on vous donnera les articles qui vont bien si vous voulez creuser les choses. Après cette distinction, donc série, feuilleton, et la logique des saisons, où est-ce que tu veux nous emmener? Déjà, dans un premier temps, dire que, évidemment, Évangélion est un pur feuilleton. Ça, c'est indéniable, même si, effectivement, parfois il y a des discontinuités entre les épisodes. C'est un pur feuilleton. Donc, on est déjà dans ce cadre-là. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce qu'on va appeler tous les enjeux transfictionnels et tous les enjeux transmédiatiques. D'accord. Donc, effectivement, là, je vais peut-être dépasser l'objet sériel, le Neon Genesis, pour aller vers d'autres choses. Mais du coup, c'est le fait de. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait de retrouver des personnages, un même univers, dans d'autres médias, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit la série. Ici, on passe d'une série télé, par exemple, aux rebuilds qui sont des films. Donc, moi, c'est le fait de justement partager un même monde, même, on peut dire, une même diégèse, hein, dans le vocabulaire Mm. narratologique. Un même Partager. lore, diraient certains aujourd'hui. Alors, le terme de lore, j'avais un peu travaillé dessus. Le terme de lore, justement, qui provient du folklore. Oui, Euh, le lore, ça va être plutôt tout ce qui concerne la mythologie d'un monde. Je d'accord. pense il faudrait le distinguer de la diégèse, Ok, parce que le lore, c'est l'aspect traditionnel, c'est la mythologie, tandis que la diégèse, c'est quelque chose qui est actif, d'accord. qui n'est pas figé, qui n'est pas matériel comme le lore, en Oui, fait. pourrait y avoir un lore des différentes couches de diégèse dont tu nous parles. D'accord, bah tu fais bien de faire la distinction, sinon j'aurais engagé les gens sur une bêtise. D'accord. Donc, Et on peut faire un rappel très bref de la distinction pour que les gens se perdent pas trop entre cross-média et transmédia, des fois qu'il y en a des fois qui seraient peut-être perdus là-dedans. Le cross-média, donc c'est une déclinaison principalement mercantile, hein, économique, qui va décliner un même univers, une même diégèse d'un univers au travers de différentes formes mais uniques, c'est-à-dire sans extension de la narration initiale. L'exemple qu'on peut prendre canonique, c'est Harry Potter va être décliné en audiobook, en livre, en format, voilà, peu importe, mais va raconter la même chose, c'est-à-dire les mêmes aventures d'Harry Potter sans nuances particulières. Le transmédia, lui, va étendre, entre guillemets, les différents embranchements, les différents possibles de la narration. Et il y a une spécificité aussi qui est toute japonaise, où on va parler peut-être de manière assez mixte pour eux, parce que je trouve qu'au Japon, vous m'arrêterez si je me trompe, mais il y a un peu moins cette distinction-là. Il y a une réalité, il y a une espèce de fusion entre le modèle économique et narratif, et ils parlent de média mix de leur côté, qui fait que pour eux, ça va vraiment beaucoup plus de soi que dans les cultures occidentales, on a fait cette distinction entre cross-média et transmédia qui vraiment, eux, étendent l'univers narratif.
Oui, 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 tout à fait. Du coup, ce serait plutôt. Moi, je me rappelle lorsqu'on faisait ma journée d'études, enfin notre journée d'études, à Karim et à moi, je faisais justement une intervention en fin de journée sur justement l'aspect transmédiatique d'Evangélion Mhm. et auquel on va revenir du coup. Hein. Et en fait, à la fin de mon intervention, j'ai été interpellé dans le public et justement, il y a un membre du public qui m'a dit oui, mais et la dimension média mix. Alors là, moi j'étais un peu déconcerté parce que on est dans des préoccupations qui sont identiques. C'est juste en fait un vocabulaire Oui, qui est différent, mais une terminologie assez différente, mais pour désigner des choses qui sont très semblables. Donc voilà, cross-média, ah, on ne t'entend plus. ça raconte la Oh, bande. il y a une petite saute. Transmédia, tu disais, excuse-nous. Ça n'a pas vocation à forcément raconter quelque chose. On parlait de la capote, du préservatif Shinji. Oui, Parce que je ne sais pas si ça raconte la même histoire, mais en tout cas, voilà, le cross-média, c'est l'aspect mercatique avant tout. Et puis le transmédia, par contre, là, est en univers mhm. sur d'autres médias. Et le transfictionnel, c'est ce qui va permettre d'approfondir l'histoire. Mais là, on se fiche un peu justement de la dimension médiatique. Voilà. D'accord. Est-ce que Karim, avant de laisser poursuivre Yannick, tu voulais préciser quelque chose par rapport à... Alors, peut-être juste un ressenti qui n'est qu'une hypothèse vraiment. Je ne sais pas du tout si c'est valable ou pas, hein, mais j'ai Mhm. l'impression qu'il y a entre ce qui est produit ou la manière d'appréhender les objets au Japon et puis on va dire en France, hein, Ouais. il y a peut-être une différence dans la capacité à décliner ou à ne pas être resté figé en fait dans un récit, mais à le remodeler ou à le reconfigurer sans trop se poser de questions. Parce que il y a pas mal de séries qui sont adaptées en film et souvent les films le premier film va synthétiser la série et puis le deuxième film va raconter une autre fin. Mhm. C'est une manière aussi de faire venir les gens au cinéma, c'est-à-dire vous allez voir quelque chose de différent, tel personnage ne va pas mourir, machin, enfin, va être sauvé, enfin, il y a ce truc-là. Moi, par exemple, j'ai vu la série, alors c'est une vieille série de robots qui s'appelle Idéon, qui dure 39 épisodes, je crois, Ouais. enfin une quarantaine d'épisodes, qui se termine d'une certaine façon relativement tragique. Et puis, il y a eu deux films. Donc, le premier film synthétise la première partie de la série, puis Ouais. le deuxième film propose une fin différente, encore plus tragique, encore Mhm. plus. Mais il y a une transformation, donc difficile finalement de dire de manière posée et claire quelle est la vraie fin canonique en fait dans Ouais. l'univers. Et je me demande si la question a encore une validité dans ce cadre-là en fait. Et Evangelion Oui. est un parfait exemple de ça parce que je pense qu'il n'y a pas de fin. Euh, t- Toute fin fait fin ensemble quoi. Enfin, il y a quelque chose où tout circule ensemble. Il y a presque à pas appréhender la temporalité de manière traditionnelle, quoi. Hein. C'est une temporalité qui va dans tous les sens et dans plusieurs embranchements, et c'est comme ça Mhm. que ça marche. Oui. Donc, voilà. C'est une hypothèse comme ça, hein, de ce que j'ai pu voir aussi en voyant des objets comme ça Mhm. provenant du Japon. Et puis aussi sur la question du merchandising qui, j'ai l'impression que là-bas peut influer quand même d'une certaine façon sur l'univers diégétique, hein, sur la narration. Par exemple, il y a un jeu Evangelion qui répond à toutes les questions les plus obscures euh, et dont ces réponses ont été écrites par Hideaki Anno lui-même, hein, donc D'accord. là pour le coup développe complètement le lore, hein, Ouais. donc le Ouais. folklore Ouais. mythologique de la série, mais à aucun moment les trois quarts de ce qui est énoncé dans le jeu n'est dit explicitement dans la série. Ouais. C'est-à-dire que si on regarde la série, il y a Oui. plein de
étalonnage d'éléments qu'on ne comprend pas, quoi. On le disait dans l'épisode précédent, vu qu'on est dans la sérialité, autant faire des références à notre propre, comment dire, sérialité d'épisode. On expliquait qu'il y a dans la culture japonaise, il y a des éléments de prolongation des univers qui sont assez spécifiques. On parlait des doramas, par exemple, qui sont ces CD qui vendent des histoires d'un univers existant uniquement en format parfois pur audio. Il y a notamment dans les jeux vidéo des jeux qui sont dénommés Gaiden, qui sont des jeux parfois même pas animés, il n'y a même pas ni 2D ni 3D, c'est uniquement des illustrations et qui viennent, comme tu le dis par exemple dans le cas d'Evangelion, prolonger le lore. On nous parle aussi d'un autre cas un peu très pointu dans le chat, qui est le cas des Super Robot Tyson, où là on est dans un jeu dit tactical, donc je caricature, enfin je fais très simpliste, déplacement par case, et on a en fait c'est la foire aux robots animés, donc ces univers de robots condensés en mode fanservice dans plusieurs itérations. Est-ce que là, par exemple, on a des éléments, à votre connaissance, qui viennent participer à cette sérialité ou au moins au lore, de donner des infos peut-être Cette série de jeux, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 1 an ou 2. Et j'avais acheté celui sur Switch que j'avais commencé. Et puis j'avais commencé, parce que c'était gratuit, sur smartphone, il y en avait un qui est sorti, mais qui a complètement... Alors je suis même pas sûr que c'était la version japonaise, je pense que c'est peut-être la version chinoise. Il y a souvent des Donc, Asian version, donc souvent c'est développé par des sociétés chinoises, les jeux mobiles maintenant. Alors je sais pas, hein, mais du coup j'ai pas pu suivre, mais il me semble que cet univers-là développe sa propre diégèse en fait. Je veux pas trop m'avancer, hein, mais il me semblait avoir lu que les épisodes se suivaient. D'accord. Malgré ce chaos qui trace. Donc voilà, il me semble qu'il y a ça. Donc c'est pas juste assembler ensemble des robots pour faire vendre. Ils réussissent quand même à développer autre chose. Oui. Et puis voilà, comme je le rappelle, il y a cet univers des BD amateurs extrêmement prolixes. Si vous allez au Japon dans une librairie de manga comme Karake, 80% du magasin, c'est ces BD amateurs, quoi. C'est un vrai marché extrêmement lourd qui bénéficie d'un laisser-faire de la part des détenteurs de licences. Oui, ça on y reviendra peut-être après. Oui. En France, c'est impensable, mais qui participe aussi à l'extension sans trop de problèmes d'un univers fictionnel qui peut-être joue aussi de cette facilité ou à cette plasticité peut-être des récits, mais là encore, c'est une hypothèse. Peut-être que justement, il y a une porosité, une perméabilité du coup plus importante entre la dimension cross-médiatique et la dimension transmédiatique au Japon que dans nos propres objets, où on passe peut-être plus facilement du mercantile au développement de l'univers. Très clairement, oui. Je pense sincèrement, c'est pour ça que je rappelais le terme comment dire, de média mix, non pas simplement pour faire joli, mais pour rappeler cette permissivité au Japon, qui est vraiment ancrée, comme le rappelait Karim, dans une logique économique. Et j'ajouterai un dernier point, je vous invite à le lire, hein. Je crois que c'est dans Convergence à la culture aussi, c'est un des chapitres de Jenkins dont on parlait tout à l'heure, qui parle des fanfictions Harry Potter, justement, encore lui, et qui explique que aux États-Unis, c'est des trucs, dès que ça commence à avoir un petit peu de succès, c'est des procès qui sont collés au cul direct. Ça ne plaisante pas avec l'idée de l'univers appartient-il ou pas. Ça peut très vite avoir des portées légales et punitives, on va dire, contrairement au Japon et au marché des doujins. On nous demandait dans le chat, je me tourne particulièrement vers toi Yannick, est-ce que le lore d'une histoire peut appartenir dans la diégèse, à la diégèse d'un récit? Alors, est-ce que le lore... Tu as 2 heures. Je pense que ce sera simple. Enfin, ce sera simple. J'ai pas envie de diminuer l'extension de la question, mais il me semble que justement le lore, c'est ce qui va
concrétiser ou c'est ce qui va fonder la diégèse. Après, la diégèse, il y en a qui justement critiquent un peu ce terme qui est un peu fourre-tout, puisqu'il est l'actualisation de la narration, mais il est aussi le monde, c'est-à-dire l'univers fictionnel. Et donc c'est un terme qui est assez complexe. Disons que moi je pense directement que bon, on s'éloigne là d'Evangelion, mais moi je pense directement par exemple à la série des Souls, les Dark Souls, qui sont assez intéressants parce qu'il y a une véritable herméneutique, c'est-à-dire une interprétation du texte. Je sais pas, qu'est-ce que c'est que la Dark Souls, qu'est-ce que c'est que, et donc ça, on va interroger le lore, en fait, on va vraiment interroger le lore, et pour savoir, ultimement, qu'est-ce que c'est que cette diégèse, je sais pas si je suis clair. Si, enfin, pour moi, tu l'es. Simplement rappeler que la série des Souls, on est passé aux jeux vidéo, et rappeler aussi, on nous le demandait dans le chat, la série de jeux dont on parlait, c'était Super Robot Taisen, donc Super Robot Taisen. Oui, très clairement, en tout cas pour la série des Souls, il y a cette interprétation assez libre, qui est d'ailleurs cohérente, mais là ce serait une autre émission, avec les propositions de narration environnementale très fortes qu'il y a dans le jeu, et qui sont le récit, la diégèse passe plus souvent par la consultation de descriptifs d'objets et d'apparence des univers que par du pur textuel. Donc oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est valable aussi. C'est aussi valable avec les jeux de... alors j'ai peur d'écorcher son nom, mais oui. Fumito Ueda. Oui, c'est ça, de Shadow of the Colossus, Last Guardian et Ico. Qui sont presque des problématiques différentes, mais on a l'intuition qu'il y a un lien dans ces univers, en fait, que c'est des suites, alors que les personnages sont pas les mêmes, et on a une patte graphique, pour le coup, qui fait série, pour prendre un peu ce que disait Yannick tout à l'heure, et qui c'est assez singulier aussi, comme les Dark Souls. Ça, c'est vraiment ce qui relève de la... je te fais suite, hein, Karim. C'est vraiment ce qui relève, d'après moi, de la transfictionnalité. C'est-à-dire, ça, c'est un concept qu'a développé Richard Saint-Gelais, il l'a développé à la fin des années 90, mais son ouvrage, là, Fiction transfuge, que je conseille aux gens, hein, s'ils sont amateurs comme ça des concepts, de la conceptualisation des univers fictionnels. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en présence de simples similitudes ou entre des mondes, ou est-ce que ce sont plus que des similitudes? C'est-à-dire, est-ce que cela participe en fait d'un même monde? Est-ce que nous sommes dans un même monde? Et en fait, Évangélion, à sa manière, pour recoller à Évangélion, participe de cette question. Bon, après là, il faudrait que je puisse détailler une anecdote. Je suis désolé, ça va prendre peut-être 2 minutes. Je ne sais pas si on a le temps. Oh, mais, si, prenons-le, si ça permet d'avoir de la suite dans tes idées. Oui, parce que je pense que c'est assez, important sur cette question de l'univers fictionnel. Ouais. C'est le manga, donc le rapport déjà du manga Évangélion par rapport à la série elle-même. C'est-à-dire que le manga n'est pas d'anneau, mais c'est quand même quelque chose ce manga qui vient un tout petit peu après la série télé, qui va quand même approfondir parfois certains éléments de l'univers qui sont quand même très cryptiques dans la série d'Anneau. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces éléments? Est-ce qu'ils sont considérés comme canons? Et c'est ça la question qui est importante, c'est est-ce qu'ils sont canons? Ça, c'est l'un des enjeux aussi de la transfictionnalité. Qu'est-ce que fait l'auteur? Enfin, est-ce que l'auteur la déclare canon? Donc ça, ça fait écho, par exemple, je sais pas, de manière très grossière, ça fait écho, par exemple, à Star Wars, où il y avait tout un univers qui avait été développé autour des films, notamment par le biais des comics et des jeux vidéo, et c'était l'univers étendu, et cet univers étendu a été, d'un coup d'un seul, supprimé.
Hmm. On Euh, a des donc, cas plus rares dans des très grosses, parce qu'on nous parle de l'exemple des comics, des comic books, on a des cas plus rares, un peu limite, je dirais. Moi, j'ai souvenir dans les comic books, par exemple, une proposition de fin du monde dans la série des X-Men qui avait été proposée par un auteur qui s'appelle Grant Morrison, et où, au final, Marvel a totalement rétro-pédalé et complètement évacué la proposition de Morrison, qui était totalement, ironiquement, en plus suivie par le public, parce que sa série avait énormément marché, sauf que habituellement c'était tellement fou que c'est des trucs qu'on fait normalement dans ce qu'on appelle dans les séries de comics qui sont là aussi, qui ne sont plus canons, qui s'appellent très souvent chez Marvel les What If, c'est-à-dire les Mm. et si, et là, bah, le mec qui s'est emparé du truc, il avait Sasmala de lecteur derrière lui, et il avait pendant un temps les pleins pouvoirs. Puis à un moment, ça a explosé en plein vol, parce que c'était pas possible. Il proposait une espèce d'univers limite 100 ans après, et ça n'a pas tenu. Donc là, on est encore dans un autre cas de figure, encore délicat, assez rare. Et le comics se pose moins la question, nous dit-on d'ailleurs à raison dans le live, que eux, il faut qu'il y ait vraiment une espèce de dimension de cohérence. Il y a des vrais teams d'écriture chez Marvel, même s'il y a de nouveaux auteurs qui arrivent, qui essayent de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incohérence. Vous avez qu'à regarder quelques épisodes de Big Bang Theory pour voir les personnages se faire des blagues sur ça c'est canon, ça c'est pas canon, ça c'est référencé ou pas. Et on voit à quel point il y a une vraie rigueur canonique essentielle. Excuse-moi pour l'interruption, Yannick. J'espère que ça apporte un peu du grain, de l'eau à ton moulin, pardon. non, non, mais c'était intéressant. Mais je vais essayer de pas monopoliser la parole, surtout pour vous écouter aussi. Mais disons que on a ce même cas de figure, hein, pour encore être en Occident avec la série Lost, puisqu'elle met assez cher. Et par exemple, avec le jeu vidéo qui était issu de la série, qui s'appelle Lost Viadomus. Et ce jeu vidéo, en fait, qui était canon au départ, prenait le risque, en fait, s'aventurait à représenter en fait l'intérieur de la station Signe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en fait dans cette chambre qui peut en fait entraîner la fin du monde dans la saison 2. Ça dira peut-être quelque chose à ceux qui ont vu Lost. Et Pour en ceux qui fait, n'ont pas vu, c'est trop tard. et en fait, la série fait en sorte de ne jamais montrer. C'est un peu l'élément enfin, c'est l'élément qui est responsable de la chute de l'avion au début de la série. Ça, on le sait un peu après. Désolé pour la divulgation. Et, du coup, la série, c'est le non-lieu de la série en fait. La série ne Hmm. le présente jamais. Et en fait, le jeu vidéo représente l'intérieur de cette chambre magnétique et du coup, en fait, ça a été déclaré justement non canon. C'est-à-dire qu'au départ, on a quelque chose qui était censé faire partie du monde et en fait qui est supprimé. Donc, que faire au final de ce matériel diégétique qui a été supprimé? C'est intéressant, je trouve, cette question-là. Et juste pour finir, pour revenir à Evangelion, dans le qu'est-ce que faire d'eux, il y a ce manga justement, et à la fin du manga, qui finit de manière très très différente de The End of Evangelion, sur la toute fin, sur qu'est-ce qu'il se passe après l'apocalypse. On a un dernier chapitre qui représente donc Yui, hein, dans ses années, on va dire, d'étudiante, et qui ne s'est pas encore fait draguer par Gendo Ikari. Le père de Shinji, respectivement la mère et le père de Shinji. Ouais. Voilà, donc ils sont pas encore tout à fait, ils sont pas encore tout à fait rencontrés. Et puis on s'aperçoit qu'il y a une femme qui aime Yui. Voilà, une femme, cheveux longs, brune. Et en fait, elle en est amoureuse. Et on apprend à la fin, c'est dernière image du dernier volet de ce manga, de ce dernier volume. Ça finit par le nom Marie. Elle s'appelle Marie. Voilà. Donc on a eu la présentation, enfin une sorte de présentation de la Marie qui intervient après dans les Rebuild of Evangelion.
Et c'est un personnage d'ailleurs qui était assez étrange parce qu'on ne sait pas d'où il débarque et pourtant il a l'air d'être, on va dire, évident dans la diégèse Oui, du Rebuild. oui. Et en fait, Sadamoto a considéré que ce chapitre, pour le coup, n'était pas canon. Et en fait, qu'il fait office, il le dit lui-même, de fan service. Donc c'est assez intéressant parce que là, on a quelque chose qui pourrait servir en fait, d'objet, enfin, de matériaux diégétiques, c'est-à-dire d'où vient tel personnage, peut-être d'un reboot de l'univers. Et en fait, ben non, c'était pour contenter les fans. Voilà, je m'arrête, désolé pour Non, la digression. au contraire, c'est ton moment, il faut briguer, c'est l'épisode sur la sérialité, n'hésite pas. Plus sérieusement, donc peut-être rappeler qui est Sadamoto, pour ceux qui seraient pas familiers, parce que le nom était lâché. Bah, Bah, c'est le designer des personnages de la série Voilà. et l'auteur du coup du manga qui adapte la série. Ce qui est, voilà, d'habitude c'est l'inverse, mais là Ouais. c'est comme ça que ça se procède. Ouais. Ouais. Merci Karim du coup pour la précision. On nous dit dans le chat, ça tombe bien que Hideaki Anno, que le manga soit pas canon parce que Kaoru tue des chatons dans le manga. Il y a comme quoi, mais je plaisante sur cette remarque-là, mais c'est intéressant quand on regarde et on analyse la culture des fans, ce que ça vient déclencher, ce que ça peut venir susciter, voire même dans certains cas probablement être moteur de création elle-même. C'est-à-dire là par exemple on nous a dit ça dans le chat, si la personne qui fait la remarque se dit je m'en empare et je crée un doujin, voilà, comment ça va se surajouter. Et surtout, là où je voulais souligner quelque chose, mais après, à l'un comme à l'autre, hein, de vous appuyer sur ce point-là ou pas, c'est la place quand même prépondérante, c'est le but de cette émission, hein, des universitaires, de la recherche. Tu nous donnais l'exemple, Yannick, du jeu vidéo Lost. Qu'est-ce qui va rester de cet épisode finalement qu'on va au début autoriser comme canon puis finalement ne plus l'être, si ce n'est une page Wikipédia et des écrits de chercheurs comme certains ont pu le faire, tu vois. C'est ça aussi qui est intéressant de rappeler dans cette émission et ailleurs. Est-ce que vous aviez peut-être d'autres axes qui vous tenaient à cœur sur cette dimension de sérialité? On a évidemment encore le temps, hein, d'approfondir la question. Petite remarque que j'avais d'un objet que j'avais, me semble, évoqué la semaine dernière, et qui va me permettre de parler d'un autre auteur, c'est Mamoru Oshii, donc, qui est un réalisateur connu d'abord pour ses films d'animation comme Ghost in the Shell, Pat Labor 1 et 2, mais aussi des films en prise de vue réelle. Alors, nous, on a connu Avalon qui était sorti au cinéma. Et en fait, le point de départ de ma réflexion actuelle, qui peut partir un peu n'importe où, hein, j'en suis navré, mais c'était un objet donc, dont j'avais parlé, que j'avais vu quand je suis allé au Japon, en me baladant dans la rue. Donc j'avais vu une pub pour des rasoirs, et en fait c'était des rasoirs qui étaient en collaboration avec Evangelion, et l'affiche pour vendre ces rasoirs, c'était donc le personnage machiavélique de la série, donc Gendo Ikari, qui est un personnage qui ne sourit jamais, 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 qui cache même sa bouche comme ça, en train de se raser comme ça, avec une banane, Ouais. un sourire éclatant. Et pour moi, c'était vraiment une image, Oui. c'est éthique, quoi. C'est impensable de représenter ce personnage-là dans un état de bonheur dû à la fraîcheur de la mousse à raser. Et du coup, ça rajoute un peu une sorte de hors-champ à l'univers fictionnel du quotidien, on va dire. Parce qu'on peut se dire peut-être que le matin, quand il se rase, il est vraiment super content, et qui est difficile à effacer de la mémoire, du coup. Oui. Parce que je me suis dit, mais comment les gens qui gèrent la licence ont autorisé cette image, en fait, juste pour vendre un rasoir en plastique, quoi. Enfin, ça m'a un peu percuté. Et en fait, ça m'emmène un peu sur aussi, dans cette idée de faire série hors audiovisuel, Oui. sur l'importance des objets aussi. Et Des donc, produits je parlais de dérivés, ouais. produits dérivés. C'est parfait, on nous dit dans le chat, tu peux littéralement vivre uniquement avec des objets Évangélion. Il y a un resto Évangélion, tu peux manger, vivre, dormir Évangélion. Et oui, entre autres, oui, tout à fait. Et en fait, je voulais parler de Mamoru Oshii parce qu'il a développé un univers qui est l'univers des Kerberos Panzer Corps,
qui commence avec... alors, qui commence, je ne vais pas dire de bêtises, parce que je ne suis pas sûr que ça commence avec ça, mais on va dire les deux objets emblématiques, c'est deux films en prise de vue réelle. Donc, il y a Le Spectacle Rouge et le deuxième, le titre m'échappe, c'est Stray Dogs, donc Chien errant, qui sont très étonnants parce que c'est très, très référencé à Alphaville, en fait, de Jean-Luc Godard, donc Ah, un mode de récit assez... qui métaphysique, on va dire, avec beaucoup de citations, de réflexions philosophiques. voilà, sur la fiction même, et puis qui va virer un peu vers du surréalisme, Hmm, parfois ouais. à la Buñuel. Imaginez Blade Runner où les protagonistes se balanceraient des quotes de philosophes et de chercheurs. Euh, et que malgré tout, quand il tombe comme dans un manga, c'est-à-dire les jambes à l'envers. Donc c'est très Ouais, très étonnant. On a eu un avatar de cet univers en France avec le film Jinro, qui est un film d'animation ouais, euh, qui est sorti, je crois, en 98, je crois, mais j'ai peur de dire une bêtise. je vais vérifier, te perturbe pas. Et du coup, tout cet univers 99. 99. Et tout cet univers est accompagné en fait effectivement de disques audio qui développent l'histoire, mais aussi de figurines. Donc acheter la figurine, la construire, enfin la maquette, etc., va raconter une histoire, un événement particulier de cet univers Panzerkorps, qui est un univers dystopique. Et donc, alors moi, j'ai pas les boîtes des figurines, mais a priori, dedans, il y a des petits livrets qui racontent comment jouer avec le truc ou la poser pour raconter l'événement qui n'est pas raconté entre les deux films, par exemple. Et donc cet univers est déployé dans un nombre vraiment incalculable de médias, de petites choses, de petits objets aussi, qui font sens, quoi. Donc c'est vraiment intéressant dans ce faire série, qui l'a amené à développer un autre univers qui est encore plus fascinant sur la nourriture japonaise dans des petites échoppes, qui est lié à cet univers fictionnel dystopique, mais qui prend une deuxième branche, là aussi avec des formes très différentes de films, d'expérimentation visuelle de trois quarts d'heure, de disques dramas, de romans, etc., etc. Voilà, je voulais un peu m'amener là-dessus, sur aussi la manière de faire de séries avec des objets vraiment mercantiles, quoi, qui m'a l'air assez propre au Japon, en fait. Voilà. Ah, Mehdi, je crois qu'on t'entend plus. J'ai éteint mon micro, excusez-moi. Parce que pour éviter d'un point de vue sonore la gêne de ma recherche sur Jinro, je vais dire juste avant de redonner la parole à Yannick, on parlait d'Alphaville et de réflexion métaphysique et philosophique. Ce que tu dis et ce que dit le chat aussi, ça me rappelle beaucoup Baudrillard par aspect, c'est-à-dire la logique des objets, enfin sa manière, son rapport au simulacre, etc. Et c'est vrai que c'est assez intéressant qu'on pourrait presque prolonger dans cette idée de la logique des objets eux-mêmes comme étant porteurs de récits. Récits primant presque sur la diégèse de la vie. Bon, je m'enflamme un petit peu. Yannick, on te laisse peut-être nous porter vers une des prochaines destinations sur la sérialité dans Évangélion, les rapports... Je voulais d'abord rebondir sur Oui, un de tes propos. Tu parlais de Blade Runner, où il citerait tu sais, oui, des des punchlines citations. philosophiques. Je caricature un petit peu. Le cyberpunk japonais l'a tenté, puisque, effectivement, par exemple, dans Ghost in the Shell 2, on a L'innocence. Ouais. tout qui fait une grande citation, comme dirait le philosophe René Ouais. Descartes. Et puis, par exemple, Ergo Proxy aussi, qui a Oui, c'est vrai. des personnages qui s'appellent Derrida, Lacan, Husserl. Raison d'être. Donc, en fait, quelque part, c'est déjà fait au Japon. Ouais. Euh, Les Japonais l'ont déjà fait. Voilà. Comme les voilà. Simpsons. Donc voilà. Sinon, moi, si je développerais quelque chose, ce serait aussi autour de la transmédialité, Oui. autour de la dimension transmédiatique. Puisque moi, ce qui m'avait intéressé au départ, en voyant les rebuilds, c'est dans le deuxième volet du Rebuild of Evangelion, donc 2.0. 2.0, voilà. À la fin
à la fin du film, d'ailleurs, une sorte de rajout après le générique de fin. Donc, voilà, pour juste recontextualiser, à la fin du rebuild, il y a le troisième impact avec Shinji qui s'énerve un petit peu dans son Eva, et donc il y a une sorte de catastrophe qui arrive, et il y a le générique de fin, et il y a une sorte de trailer, de bande-annonce de ce que pourrait être le 3.0. Mhm. On a un personnage qui a brièvement été présenté, Kaworu, qui arrive avec son Eva en balançant la lance de Longin et qui dit cette fois-ci, je te rendrai heureux, Shinji. Donc, moi, j'ai vu ça, et à l'époque, quand je l'avais vu, je me suis dit, mais cette fois-ci, mais qu'est-ce que c'est que cette fois-ci? Oui. C'est-à-dire qu'il aurait conscience des événements Mm. de la série. Et là, directement, on a. Bon, il y avait peut-être d'autres indices hein, qui pouvaient nous le faire savoir. Et justement, il y a là peut-être la création d'un univers fictionnel qui serait une sorte de reboot de l'univers, ce que tendrait à confirmer le 3.0 plus 1.0, puisque à la fin du sous-titre, il y a le coda, donc le deux points barbare, qui fait qu'il y a une sorte d'univers qui serait réinitialisé Mm. chaque fois, mais qu'on conserverait en fait le même Ouais. univers, ses traces. Mm. Et d'ailleurs, là, énorme divulgation. Puis après, Attention à j'arrête. vous si vous n'en aviez pas assez déjà. Oui, voilà. Et là, parce que ça concerne un objet qui est pour le coup très, très récent, c'est Final Fantasy VII, le remake, Ah. où Tu vas révéler l'intrigue, c'est ça? Comme ça précise aux gens. bah, disons que, sans en révéler trop, disons qu'il y a quelque chose de très, très problématique avec ce remake-là, puisque, effectivement, il y aurait quelque chose comme, effectivement, une porosité entre l'univers Mm. du Final Fantasy VII original et Ouais. celui du remake, qui ne D'accord. devait rien en commun, puisque c'est un remake, et en fait, on va les placer peut-être, enfin, c'est ce que laisse augurer Mm. Final Fantasy VII Remake, on pourrait les placer ici dans des sortes d'univers parallèles. Mm. Donc, là, c'est ici assez intéressant la Ouais. connexion des univers, que ce soit transmédiatique ou pas. Voilà. Oui, bah, on nous dit dans le chat, je suis déjà spoilé la toute fin, trop curieux sur Remake of Final Fantasy VII, et j'ai direct pensé Rebuild of Final Fantasy VII. Et Voilà. on nous rappelle aussi dans les codes, de la même manière de ce que tu dis sur la fin de l'épisode 2.0, il y avait déjà à la fin du 1.11 Kaoru qui disait encore toi le troisième enfant. Voilà, et puis la trace sur la Lune, etc., la trace de sang sur la Lune, Mm. enfin, il y avait plein d'indices Mm. qu'avaient déjà repéré, bien sûr, les otaku. Enfin, Oui. euh, moi, j'ai dû être devant Kaworu qui dit ça pour m'en rendre compte. Hein. Mais effectivement, c'est assez génial. Oui. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose voilà, qui m'excite intellectuellement, Ouais. même si c'est. Et c'est un jeu enfin, c'est quelque chose avec lequel il joue beaucoup, hein, puisque là, le sous-titre, a priori, du 4, donc c'est Twice Upon a Time, Oui. qui renvoie à un roman dont le thème est le voyage dans le temps. Donc voilà, ça vient alimenter un peu ce truc-là de se dire, mais est-ce qu'on finalement on regarde la suite de la série, ou est-ce qu'on regarde une version parallèle de l'univers, ou est-ce qu'on revient à zéro et en fait ça se passe avant? Mm. Il y a vraiment, c'est très compliqué enfin, de voir comment il articule un petit peu tout ça, quoi, qui est déjà pas simple, puisque la série, au départ, avait déjà deux fins différentes. Donc, Mm. Et puis, ça, dans Evangelion, il y a effectivement, avec tous les développements narratifs qui ont été créés via les jeux vidéo et via certains mangas, en fait, l'univers de la série originale, Neon Genesis Evangelion, en
en fait, permet ce genre de développement. C'est surtout, en fait, au travers des épisodes 25 et 26 originaux, avec le plan de complémentarité, là, ces épisodes qui ont fait beaucoup parler d'eux, en fait, ça permet en lui-même des développements narratifs qui vont être légion, en fait. Et c'est là que moi, je ne comprends pas trop pour Final Fantasy VII, puisque pour moi, dans l'original, il n'y avait pas cette petite chose fictionnelle qui permettait le développement d'univers alternatifs. Donc, on va Ah, voir après, mais oui, c'est ça, je- mais pour moi, je te répondrais de manière très basique, économique. C'est-à-dire, ça pourrait permettre de vendre comment on appelle ça, j'ai oublié le terme, zut, c'est pas cliffhanger, c'est l'autre terme, pas des fillers non plus, mais comme il y a eu un Crisis Core, par exemple, mais vendu sous une autre manière. Crisis Core, qui est un épisode qui racontait vraiment le préambule de Final Fantasy VII et l'histoire de Zack. J'en dis pas plus pour ceux qui voudraient découvrir tout ça, mais moi je vois pas trop, vu ce que tu viens de me révéler, enfin moi je l'ignorais et peu importe, ça me motive encore plus pour y jouer, mais voilà, je vois pas trop d'autres éléments que ça. Mais par contre, je voulais vous poser la question sur, on parle, Karim le disait déjà en amont d'ailleurs, hein, la dimension ludique de ces jeux de piste ou des choses de cet ordre-là dans la logique sérielle. Est-ce que comment dire, c'est pas avec le temps de plus en plus devenu quelque chose d'extrêmement marqué? Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus, hein, c'est presque une question rhétorique, hein, une manière de se nourrir des différents univers narratifs? Je veux dire, dans la culture otaku, le jeu vidéo, chronologiquement, c'est le dernier à être arrivé en date, avec la logique d'interactivité. Les Japonais n'ont pas attendu dans leur jeu de piste le jeu vidéo pour intégrer ça, mais de plus en plus de codes ont été repris et appliqué à d'autres formats tels que l'animation ou l'écriture de mangas pour former autant de jeux de pistes différents. Est-ce que c'est pas simplement une progression logique de voir que ces codes, ces grammaires de différents médiums viennent de plus en plus arriver dans des domaines comme l'animation, par exemple, dans les jeux de pistes ludiques qu'on retrouve dans la sérialité? Est-ce que c'est pas une évolution logique pour vous? Bah, de toute façon, il me semble que la sérialité se prête à ça, puisque on est dans l'attente euh, jamais totalement accomplie de l'épisode suivant, etc. Donc, Oui. il y a quelque chose de l'ordre du récit, pour le coup, extra-diégétique, quoi, Mm. de la succession, de donner envie de voir la suite, etc., etc., d'être déçu de ne pas voir l'entièreté de la fin du récit, et donc d'être reporté vers une attente comme ça sans cesse reportée, hein, Mhm. jusqu'au dernier épisode qui va amener à répondre en partie à tout ça. Ouais. Donc moi, ça me paraît pas totalement innovant, quoi. Mm. Enfin, Comme allant de soi, quoi, ouais, dans non, la logique ludique. Ouais, pas qu'il d'accord. y ait une question morale là-dessus, Ouais, à mon sens, hein. d'accord. Yannick, je me tourne de nouveau vers toi. Est-ce qu'il y a des pans peut-être du côté de la sérialité qu'on a pas encore, il y en aura plein évidemment, c'est un peu une question ouverte, mais qui te tenait vraiment à cœur sur ce nouvel épisode, ce 2.0 autour d'Evangelion? euh, bah, écoute, pour l'instant, moi, ça me convient tout à fait. Je ne sais pas si toi-même tu as des développements vers lesquels tu aurais voulu qu'on aille, mais Après, moi je m'appuierai plus sur les différentes ressources que tu m'as données en amont de cette émission, et notamment le fait que ce que je retrouvais en dénomination commune, en lâchant quelques tout petits instants Évangélion, c'est le fait qu'il y a eu une admission de plus en plus légitime des processus de sérialité. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un des articles dont je retrouverai la référence que tu m'as donnée, qui parle du fait que plus la recherche sur la sérialité, notamment dans le domaine universitaire, a été légitimée, plus il y a une dimension décomplexée
dans le rapport effectivement à la sérialité, et que d'une part, ça a permis aux gens progressivement d'admettre que des objets sériels étaient tout à fait légitimes, bien écrits, un retour en grâce de certaines formes narratives dans le feuilleton dans un premier temps. Et puis, surtout, ça a ouvert, d'un point de vue de la recherche, beaucoup de domaines qui étaient jusque-là fermés, notamment d'un point de vue anthropologique pour souligner les rituels, d'un point de vue narratif, la culture du fan, par exemple, ça aurait été inenvisageable il y a quelques décennies, avant des défricheurs comme Jenkins, dont on parlait beaucoup tout à l'heure. Donc voilà, peut-être que ça peut être des petits axes qu'on peut ramener avec Evangelion. Une autre piste que je peux aussi te suggérer, qui était le parallèle qu'on faisait beaucoup avec X-Files, la fois précédente, qui à la fois a totalement démocratisé. Il y en a eu d'autres probablement historiquement, tu me le diras, mais la notion à la fois de saison et à la fois d'épisodes mythologiques. Moi, j'avoue qu'il y a eu un avant et un après pour moi, sous plein de formes différentes, hein. Encore une fois, je me permets une anecdote. Moi, j'ai vraiment intégré la notion de saison, pas simplement par la diffusion à l'époque de X-Files à la télé, mais parce que j'achetais des cartes aussi. J'étais extrêmement fan et j'achetais des cartes, des trading cards, donc des cartes à collectionner, à échanger, d'X-Files, et sur laquelle figurait la classification même sur les cartes de saison. Donc il y a des marqueurs comme ça qui sont venus baliser les imaginaires de fans et de consommateurs de séries. Voilà, c'est deux pistes très larges que je te donne. Tu t'en saisis comme tu le souhaites, vu que de toute façon c'est toi qui les avais amenés déjà en amont. Et le troisième à Yannick aussi, si je peux me Ouais, ouais, permettre, avec plaisir. c'est la sérialisation du cinéma aussi, avec notamment les univers de Marvel, qui déclinent une même histoire de film en film, et des films centrés sur des personnages qui vont combler des vides entre les épisodes, notamment des Avengers. Alors moi, je suis pas super fan de cette série, enfin de ces films-là. Je trouve assez décevant, mais en tout cas, c'est un monstre, Oui. Mm. économique qui va modeler des façons de raconter les histoires au cinéma, quoi. Et qu'on va plus être sur des formes que de trilogie, mais qu'on se déploie sur des projets de production, on va dire, Mm. par exemple, 15 films, quoi. Et là, voilà, on Mm. commence un truc qui va durer 15 films, et La seule voilà. exception, beaucoup plus moindre, était Le Seigneur des Anneaux, quelques années auparavant, mais c'est vrai que c'était pas de cette envergure-là, et pas de cette planification industrielle-là. Parce que c'était des cycles de trilogie, quoi, qui ont une forme un Oui. peu conventionnelle. Là, on part sur, c'est pas numéroté, enfin, il y Mm, a mm. C'est et des la... films qui se glissaient entre. Voilà. Alors moi, j'ai pas vu Ant-Man et tout ça, mais j'imagine que Ant-Man va raconter un pan de l'histoire dans les déroulés des péripéties qu'on n'a pas raconté dans Oui. les films Avengers principaux, quoi. Ouais, des fois je me dis que si je n'ai, à titre personnel, si je n'avais pas lu, enfin si j'avais pas eu une période assez intense de comics, que j'aurais été très perdu en n'ayant pas vu tous les Ouais. films. Yannick, tu peux faire tes courses, tu choisis ce qui t'inspire pour nous relancer de nouveau. Je vais rebondir sur ce que disait Karim, là, Parfait. qui était très intéressant. C'est le développement des univers Marvel et DC sur, sur petit et grand écran. Ce qui est assez intéressant, là, bon, en dehors des séries elles-mêmes, hein, peut-être en dehors de petites choses comme Jessica Jones, des petites choses sympathiques des fois. Hmm. Mais les Alias, univers, avant, comment? bien avant, Alias aussi, qui est préfiguré aussi au niveau des comics et de ces univers-là. Oui, 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 voilà. Et ce qui est assez intéressant dans Marvel, dans l'univers Marvel et DC qui ont été faits à la fois sur petit et grand écran, c'est le fait, c'est comment en fait comment on juxtapose ces univers. Donc en fait, Marvel l'a fait de manière bien scindée. C'est-à-dire, on a notre univers sur grand écran et on l'a sur petit écran, mais y a pas, c'est vraiment imperméable. On est dans deux mondes différents. Bon, ça, peut-être que ceux qui sont dans le chat Préciseront au enfin, besoin, ouais, ouais, ouais.
choses me critiqueront là-dessus, mais en fait, c'est ce que ne fait pas en fait DC. DC a fait quelque chose d'assez étonnant. Lui qui avait un univers aussi cinématographique et sériel, enfin télévisuel, bien scindé, a fait quelque chose avec son. En fait, les séries télé d'essai, c'est-à-dire Arrow, Flash, etc., se sont réunis d'une, on va dire, d'une réunion, bah, pour le coup, une réunion de toutes ces séries qui s'appelait, alors je ne sais plus s'ils ont pris Crisis of Infinite Earth ou Infinite Crisis, enfin bref, et en fait, il y a eu un truc assez sympathique, c'était que, en fait, on a vu des univers alternatifs. Euh, Ils ont été prendre, par exemple, l'univers de Smallville, ils ont été prendre le Flash des années 90 pour, en fait, les réifier, c'est-à-dire vraiment leur donner une réalité au sein de cet univers. Et en fait, on a des univers qui étaient, pour le coup, vraiment différents et scindés, et en fait qui se sont retrouvés au sein de la même diégèse en tant qu'univers alternatif. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces différentes itérations d'univers qui se retrouvaient? On avait le Flash de la série télévisée, et il y a eu une incursion du Flash, donc Ezra Miller, je crois, une incursion du Flash du cinéma. C'est très intéressant que tu prennes cet exemple-là que j'ignorais totalement en plus parce que contrairement à Evangelion sur lequel on reviendra après, c'est que ne se pose pas la question en animé du problème du casting. Là, c'est un autre sac de nœuds qui se rajoute Ah dans oui. le propre du live, c'est d'arriver à faire coïncider tout ça. Et même si les images de synthèse permettent énormément de choses, Carrie Fisher, on te salue, on t'aime à jamais, ça a quand même ses limites. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, j'étais personnellement assez mécontent qu'il n'ait pas repris Dean Cain et Terry Hatcher de la série Ah, Lois bah et oui, bah bien sûr. Par contre, on me fait une remarque très pertinente dans le chat. On me dit quand même, il y a le casting des seiyuu. Rappelez très brièvement ce que sont les seiyuu. Ce sont les doubleurs d'animé, qui est vraiment une réelle institution au Japon et extrêmement de talent. Enfin, c'est pas comparable. Autant il y a des très beaux, doublages de séries et de films d'animation aux États-Unis et même en France. Autant là-bas, c'est vraiment totalement dans la culture, hein. Il y a des vraies interviews des doubleurs. Il y a Ouais. Un statut de star, hein, voilà, c'est ça, pour le dire simplement. Ouais, tout à fait. Et oui, donc excuse-moi, je te laisse continuer sur ton exemple que je connaissais pas du tout, donc c'est fascinant. Dernier rappel avant de te laisser continuer, le Infinite, c'est un crossover qui avait été un choix de DC pour faire le ménage dans ces univers et oui, réunifier en un seul plan d'existence ces différents univers. Voilà, tout oui, tout à simplement, pour fait. ceux qui ne connaissent pas. D'essai, il y a eu des grandes vagues. Il y a eu l'âge. Alors, enfin, moi, je m'y connais pas vraiment, mais il y a eu l'âge d'argent, l'âge Oui, d'or, ouais. etc. Chez En fait, Marvel aussi, hein, d'ailleurs. oui, tout à fait. Et du coup, il a fallu un moment, comme tu dis, faire le ménage. Mais c'est vrai que ces dernières années, en termes d'univers, DC a fait le ménage assez souvent. Il y a eu les New 52, il y a eu l'incursion du docteur, ça c'est intéressant aussi, l'incursion du docteur Manhattan des Watchmen dans l'univers canonique de DC. Et ça, c'était assez intéressant, du coup, puisqu'il devenait en quelque sorte l'antagoniste l'antagoniste même de l'univers DC. Donc, c'était assez intéressant. Enfin, Mm. je ne sais pas ce que tu en penses, Karine, mais. Ouais, oui, bah, pour revenir un peu sur Evangelion, il y a aussi la forme sérielle des films, quoi. C'est-à-dire 4 films numérotés qui font succession, et d'ailleurs dont le dernier épisode est assez, enfin, le titre est assez compliqué à lire parce que, enfin, facile à lire mais difficile à comprendre parce que 3.0, ça veut dire qu'il convoque le troisième film et le premier pour constituer le quatrième. Donc, est-ce qu'il y a un lien de passage, on va dire, ou de circulation, ou de revenir dans le premier, dans le quatrième? Enfin, je pense qu'il y a là aussi un jeu de piste intéressant. Et puis là, je recherchais une anecdote parce qu'il y a quand même des occurrences un peu de cet ordre-là qui existaient un peu avant. Il y avait par exemple le prisonnier
Oui. donc la série de Patrick McGowan, dont on comprend à demi-mot que le protagoniste est en fait le héros de la série précédente dans laquelle il jouait. Donc c'était Destination Danger, voilà, je cherchais le titre tout à l'heure. Donc qui est jamais expliqué, enfin de manière explicite, mais voilà, on sent qu'il y a un jeu comme ça de reprendre sans le dire. Il y avait un autre exemple, alors je ne vais pas trop me lancer dedans parce que j'ai plus les noms en tête, mais de sitcoms américaines des années 60 où il y avait un acteur qui jouait dans 2 sitcoms et il y en a une qui s'est arrêtée. Et en fait, dans la deuxième, il se réveille dans son lit comme si toute l'autre série était un rêve qu'il avait effectué en fait. Donc il y avait un glissement comme ça Hmm. enfin, un univers fictionnel qui devient un univers onirique dans l'autre série Hmm. qui est assez intéressant. Donc il y a déjà eu des jeux comme ça. Alors effectivement, dans ce cadre-là, ça prend plus la forme de l'amusement, même si Ouais. ça dit quand même quelque chose d'hyper beau, je trouve, et assez poétique sur le flux télévisuel, quoi, comme quelque chose d'assez hypnotique, qui nous emmène vers le sommeil, comme ça, enfin, que j'aime beaucoup. Donc voilà, Marvel n'a pas tout inventé non plus dans Non, ces c'est trucs-là, certain. et c'est vrai que ils reprennent un peu des stratégies des comics, parce que moi, à l'époque, quand je lisais ça, bah, les comics américains, une même histoire ou un même arc, comme on dit maintenant, se déroulait dans plusieurs BD de différents protagonistes, et puis il y avait une BD dédiée à cet arc principal, donc ils Hmm. reprennent un peu cette stratégie-là, mais en termes de film, c'est très difficile je Ah trouve, de oui. s'y retrouver. C'est vraiment extrêmement confus, donc, et on sent qu'il y a quand même une volonté de production derrière qui verrouille un petit peu les possibilités de jeu dans ces trucs-là. Ouais. Et c'est vrai, j'ai l'impression que DC est un peu plus pertinent et explore un peu plus des territoires comme ça, ludiques, avec ses personnages et ses produits dérivés, quoi. On- Ce que Parce que vous c'est vrai que, J'allais dire, on nous cite encore le AB verse de l'AB Production dans le chat, hein, comme quoi que au-delà du chauvinisme, il y a une réelle empreinte en fait de ce domaine-là. Juste avant de te laisser poursuivre, Yannick, je me posais une question. Tu citais 52, donc 52 de DC, qui était un comics qui avait au niveau de la forme, enfin de la parution, de la fréquence de parution assez intéressant à souligner, hein, parce qu'on rejoint une certaine forme le format feuilletonesque, vu que c'était un comics par semaine. Donc ce qui est quand même assez délicat et voilà et penser vraiment en amont là-dessus. Est-ce que on a des choses qui se rapprocheraient en termes de, je dirais, de format et de fréquence du côté d'Evangélion, même du côté amateur dont tu nous parlais, Karim, dans ses logiques de sérialité, parce que en plus maintenant, je me pose la question benoîtement avec les formats internet, est-ce qu'il n'y a pas des formats sériels qui ont popé, officiels ou non officiels de cet ordre-là? Alors, en audiovisuel, pas à ma connaissance. Il y a juste 2 objets, mais je crois que c'est aussi j'allais dire un des problèmes, mais aussi une des qualités d'Evangelion, c'est que dès qu'il y a un objet qui va apparaître, on va essayer de le caser dans la canonicité du récit, quoi. Hmm, Euh, et il y a eu donc le studio Kara qui a produit les films a mis en ligne il y a quelques années un festival d'animation. Enfin, c'était un d'accord. festival d'animation en ligne en fait, donc il y avait une dizaine de courts-métrages. Ok, D'ailleurs, je crois qu'ils sont encore en ligne, ça s'appelle Anime Expo, je crois. ok. Euh, Vraiment des très beaux courts-métrages d'animation. Et il y en a 2 qui se déroulent dans l'univers d'Evangelion. Alors, il y en a un qu'on peut placer d'un point de vue temporel dans la diégèse d'Evangelion. Donc, c'est un court-métrage en images presque fixes, en fait, très aquarellé, de déambulation de Shinji dans un univers complètement détruit qu'il y a dans le troisième film. Et puis un autre en image de synthèse qui doit sans doute préparer des tests pour d'autres films d'animation, un peu pour roder la mécanique, et qui déploie un univers extrêmement bizarre, Mhm, avec un robot qui s'éveille comme ça, qui devient complètement fou, hein, comme on retrouve dans la série initiale, sauf que c'est pas l'Eva 01, c'est un autre robot. hmm, Et il y a une voix qui s'adresse à lui, une voix féminine, et le robot devient fou, se retrouve éjecté en fait dans la ville, sauf que on a un plan large où on voit que la Terre en fait est constituée. Enfin, on a l'impression qu'il reste plus que
on va dire 200 mètres carrés, enfin j'exagère, on va dire 2000 mètres carrés de surface habitable, 3 immeubles en ruine, et le reste c'est un océan rouge comme ça. Il n'y a plus rien, vraiment il n'y a plus rien. Et ça c'est très très dur de le. Je vois pas très bien où est-ce qu'on pourrait le situer Oui, bien sûr. Ouais. dans le déroulement. Voilà. Et c'est vrai que comme c'est intitulé Évangélion, on se dit, bon, ça doit se situer quelque part dans les déroulés narratifs quoi, de l'univers. À part ces deux trucs-là, alors après, il y a Déjà pas en manga, mal. C'est très très niche. voilà, mais en animation officielle, je ne connais pas d'autres objets, quoi. D'accord, bah c'est très bien. Moi, je pensais à un dernier exemple avant de laisser, non pas le mot, mais les mots de la fin à Yannick, que ce soit avec un dernier point et ou une conclusion. C'était l'exemple de. J'allais chercher la fréquence, justement, des épisodes spéciaux Tachikoma. Donc on parlait de Ghost in the Shell un petit peu plus tôt, notamment par le biais de Mamoru Oshii. Là je pense à la série télé Standalone Complex qui avait proposé comment dire, en distinguo hein, de la série des 2 saisons, 3 maintenant avec le soutien de Netflix, qui avait proposé des petites pastilles assez humoristiques, un peu existentielles des fois, des tachikoma qui sont ces espèces d'unités spéciales bleues, un peu rigolotes, et qui discutent entre elles sur fond blanc. C'est complètement minimaliste, on a l'impression d'être dans l'espèce de zone où Neo rencontre Morpheus dans Matrix, quand il lui propose les armes qui viennent comme ça apparaître comme par magie dans la matrice. Est-ce que je vais regarder effectivement quelle était la fréquence, et sinon bah voilà, Yannick, te laisser s'il y a un autre exemple ou plusieurs mots de la fin comme je disais. Bah, écoute, là, je vais plutôt faire série et pas feuilleton, parce que je ne vais pas suivre exactement ce que tu disais, parce que je voulais juste rebondir justement tout à l'heure sur deux petites choses, mais deux petites choses qui n'ont vraiment pas d'importance, hein. C'était justement, quand tu parlais des séries AB, là, en ce moment, il y a une série qui passe, qui est une sorte de réunion de toutes les séries AB, qui est voilà, les mystères de l'amour, et justement où ils prennent tout. Azoulay, justement, hein, c'est lui qui était Oui. responsable de cet univers transfictionnel, pour le Le coup. A de AB d'ailleurs. Comment Le A de AB, je disais, Azoulay. Oui, tout à fait. Et en fait, là, bah, il va réunir en fait tous ces univers en reprenant les personnages d'Hélène et les garçons, etc., etc. Et cetera. Et voilà, donc ça, c'était juste pour le petit côté AB. Et le Et deuxième instant OK Boomer de la soirée aussi. Et du coup, l'autre chose, c'était peut-être pour revenir à ce dont on était parti, c'est-à-dire que effectivement, Marvel n'a rien inventé. C'était pour revenir justement sur la sérialité pure qui est même de manière narrative, qui s'origine dans des choses. Je ne vais pas en revenir des millénaires auparavant, mais rien que par exemple le massif romanesque de Zola avec les Rougon-Macquart, ou Balzac avec la comédie Comédie humaine, humaine, où on oui, bien trouve comme sûr. ça des personnages qui effectivement gravitent dans l'univers du massif, et que l'on retrouve, etc. Et voilà, c'était pour poser déjà une littérature aussi assez importante pour le Mm. coup. Et c'est bien, on l'a fait à la fin pour une fois, parce que c'est un peu le but de cette émission, je le répète beaucoup, mais en général on légitime d'abord en disant il y a eu les Rougon-Macquart, il y a eu la comédie humaine de Balzac, et ensuite on peut commencer à parler d'Évangélion. C'est pas mal d'avoir des espaces où on parle d'abord d'Évangélion et ensuite on finit par Balzac et les Rougon-Macquart et AB Productions également. Donc voilà, Karim, peut-être un dernier élément que tu voulais ajouter toi aussi. Ouais, bah, je disais tout ça en partant des mystères de l'amour, ce que je trouve encore plus fort, quoi. Là, Merveilleux. il a réussi un Tour de geste force. incroyable, ouais.
Eh ben écoutez, ma foi, c'est assez parfait. Ça reste ouvert avant de définitivement conclure ce deuxième épisode qui n'est pas le dernier. Il y aura un 3.0, on vous l'annonçait. On m'apprend aussi qu'il y avait même la philo selon Philippe aussi dans cet énorme crossover, qui était je trouve avec le recul, même encore aujourd'hui, une des séries peut-être les plus potables et les plus noires, hein, parce que ça parlait quand même de dépucelage, de dépression, d'alcoolisme. Enfin voilà, il y avait pas mal de trucs. Bon, on reste sur de la production, AB Production, voilà. Je ferme la parenthèse. Donc voilà. Très bien, c'était le site, un site web, c'était le forum de la sitcomologie, je crois, ou Ouais, sitcomologie.com, d'analyse des séries AB Productions qui était vraiment passionnant. Enfin, ok. ils ont fait des analyses, des articles Mhm. très très chouettes à lire. Je ne sais pas si ça existe encore, mais si ça, j'invite les auditeurs à jeter un œil si ça existe encore, parce que c'est assez D'accord. formidable. Leur analyse assez, à la fois drôle, mais en même temps assez poussée, en fait, hein, Ouais. des unités fictionnelles, etc. Donc, c'est pas juste pour rigoler, quoi, même s'il y a un peu de ça, évidemment. Ça peut être un objet de recherche. Dans un côté un peu noir aussi sur les conditions de travail, il y avait, je saurais pas vous dire lequel, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y avait, je crois, Quentin Tarantino en couverture, il y avait un numéro de SoFilm qui parlait des conditions de travail chez AB à l'époque, qui était très bien fichu. Donc voilà. Et bah écoutez, on te remercie Karim dans le chat pour la ref. Et puis voilà, peut-être te laisser symboliquement le dernier mot, Yannick, pour clore cet épisode 2.0, vu que Karim sera en charge, ce sera la pression pour lui pour le prochain épisode. Oui, bah juste désolé d'avoir un peu monopolisé Ah, la parole c'est le but, t'en fais pas. Il y a tellement peu d'espace, créons-les quand même. bah, pour faire série et bande-annonce et pour faire écho justement à ce que disait Karim la dernière fois. La prochaine fois, Karim enlève le bas et Mehdi enlève son bonnet. Ouh, là tu t'avances beaucoup pour le bonnet. Pour Karim, je sais pas, mais pour moi, Et à l'inverse. voilà, non mais blague à part, en tout cas, merci encore une fois à tous les deux. Ce n'est pas un au revoir parce que de toute façon, on remet le couvert bien assez vite. Vous avez toutes les infos, je ne vous embête pas parce que c'est un petit peu moins audiophonique pour les gens qui écouteront soit la version podcast, soit le replay, mais vous avez toutes les infos dans la barre du replay en vidéo et toutes les infos sur le chat, alors même que vous y êtes encore si vous avez besoin de savoir où nous retrouver. Donc Death Podcast, vous n'aurez pas beaucoup de mal avec une petite recherche internet. Et puis de toute façon, tout ça sera disponible. Et donc, postérité pour l'éternité, espérons-le. Je vous dis à bientôt, messieurs. Et puis pour les autres, portez-vous bien et rendez-vous pour le troisième et on ne sait peut-être même pas, ce sera le dernier épisode. On va faire comme Evangelion. Ça va être l'émission sans fin. À bientôt, Merci Au à revoir. toi. avec À plaisir. bientôt.